Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Le Crypto Fear and Greed neutral sur 52, Social Index à fond sur Up et les ordres de marché entre le neutre et recherche de vente modérée ce matin 10h que j'enregistre l'émission. Le BTC qui continue de consolider, on a une petite zone de combat en daily qui est bien identifiée maintenant. Elle est juste ici. Donc le point le plus haut ici. Et le point, on prend soit le point le plus bas si on veut identifier une pattern de retournement qui là pourrait annoncer un dip. Donc tout simplement, je prends la bougie la plus haute, j'identifie son plus bas. Une clôture, c'est important, une clôture daily sous ce niveau est annonciateur de retracement. Et à ce moment-là, on reviendra tester probablement cette box verte. Ok. Et ça doit absolument tenir parce que si on se réinstalle dessous, c'est pas du tout bullish. Maintenant, deuxièmement, soit on prend simplement le point le plus bas, mais vraiment de cette consolidation récente, et donc ça, c'est en gros, la zone de combat à surveiller. Personnellement, je vais surveiller ça, ok. Une clôture sous ce niveau, pour moi, ça annoncera un petit peu de dip, et donc une retest de la box verte, et donc possiblement, beaucoup à en parler, pour combler le gap ici qui est ouvert sur les contrats futurs jusqu'à 44 600 $. Ça ferait aussi une bonne entrée. Maintenant, ça peut ne pas arriver, bien évidemment. Et j'étais déjà revenu dessus, mais je reviens dessus. Les gaps ne doivent pas vous donner des biais. C'est pas parce qu'il y a un gap qu'on va le combler absolument. On peut le combler, mais dans 2 mois. Un push au-dessus des 48 000 risque d'exciter beaucoup de gens qui sont comme ça, le doigt sur la gâchette en disant « Ah putain !» et qui sont à 2 doigts de FOMO. Et voilà, donc ce range n'est pas anodin, c'est une phase pour certains de distribution. J'irai un petit push au-dessus, on met tout le monde en confiance et on commence le mois éventuellement avec un dip. C'est à peu près le plan que j'ai en tête. Bien sûr, des fois c'est l'inverse, et ça dip d'abord et ensuite ça monte ensuite. On verra bien, mais ma vue sur le marché est plutôt en faveur haussière. Hier, on a quand même été tracté un petit peu par le bas par le S&P 500 qui est encore lourd ce matin. Si ce n'est pas franc vers le bas, si ça reste des petits dips comme ça et que ça va franchement pas vers le bas de plusieurs pourcents, je vois pas pourquoi le Bitcoin serait beaucoup plus tracté que ça pour l'instant. Malgré les vendeurs, on tient quand même bien les positions. Maintenant, on sait que ici c'est allé un petit peu vite. On pourrait très bien aller revisiter cette zone. Quand, je pourrais pas dire, mais en tout cas, a priori, les dips sont des opportunités d'achat. Eh bien, parlons un petit peu de notre Ethereum. Vous savez qu'on avait cette ligne de tendance descendante sur l'intervalle journalier. On voit très clairement ici qu'on a fini par la dépasser. Donc ouais, tout ça c'est cool, mais ici sur mes niveaux de support et résistance, vous voyez aussi qu'on a eu pas mal de mal à entrer au sein de la boîte orange ici. Par contre, une fois qu'on y est parvenu, on peut maintenant voir que le bord de la boîte orange nous prouve être un support assez sympa pour l'Ethereum. Ça se trouve en ce moment à 3360 $, et le prochain niveau de résistance, lui, va se trouver à 3680 $. On va 48 000, tout le monde FOMO, on met le petit coup sur la nuque et on redescend un petit peu plus bas pour préparer la saisonnalité fin avril. Voilà, globalement c'est un petit peu ce que j'ai en tête, mais je pense qu'on est vraiment rentré ici dans une phase de range pour l'instant, et je pense pas qu'on va en sortir tout de suite. Surtout que les gens doivent regarder avec attention. Par exemple, regarder un petit peu par le passé, ce genre, c'est à ça que je pense. Je veux dire, je sors pas les idées de mon cul. C'est quand on commence à avoir des ranges, il commence à y avoir de la volate. Selon la direction, ça commence à FOMO et on part dans le sens inverse. Donc c'est à peu près à ça que je pense. Je dirais qu'il y a des strates comme ça qui sont sur les marchés. Mais bon, il ne faut pas se leurrer. La tendance est haussière. Même si on a un dip dans les 46 000, même si on a un dip dans les 43 000, ça sera probablement un des derniers arrêts pour une saisonnalité de printemps haussière. On a Nunia Business Pladiso qui mettait en avant que tout simplement le Bitcoin en mensuel pourrait nous réaliser une sacrée fractale avec ce qui s'est passé depuis 2011. Donc j'aime bien quand on prend comme ça des échelles de temps pour remonter au tout départ, puisque c'est un peu moins biaisé que si on regarde juste le dernier cycle par exemple. Là on parle vraiment de plus de 10 ans. Et c'est vrai que la petite consolidation qu'on a eue ces derniers temps en restant un peu sur notre fin lors du dernier bull run, est-ce que c'était pas un petit marchepied, un intermédiaire pour une projection sur les 2 prochaines années avec le halving de 2024 et comme vous le savez dans 3 mois le merge par rapport à Ethereum? La question reste ouverte. On va revenir
Rapidement sur la news d'hier avec le gros piratage, 625 millions de dollars de la sidechain Ronin, donc la sidechain du jeu Axie Infinity. Là en fait on a Sky Mavis, donc la société qui est derrière Axie Infinity, qui dit, ils assurent les gens qui vont rembourser les utilisateurs qui ont eu leur argent volé. Ils disent pas comment, mais voilà, dans les 600 millions de dollars ils vont trouver un moyen. Moi ma théorie, je vous l'ai déjà dit, je pense que la trésorerie d'Axie Infinity va être utilisée. Il y a plus d'1,5 milliard de tokens sur Axie Infinity, dans les 200 millions en Ether et le reste en token AXS. Donc ils ont les moyens de vendre un peu de ça sur les marchés pour pouvoir rembourser les gens qui ont perdu tous ces Ethers et ces USDC sur Ronin. Donc espérons que ça va être rapidement réglé cette histoire, ou que le hacker va rendre l'argent, parce que c'est aussi une hypothèse. Et un point que j'avais pas abordé dans la vidéo d'hier, faut savoir que le piratage il est resté en fait... le piratage a eu lieu dans les 6 jours avant que Sky Mavis s'en rende compte. Donc pendant 6 jours, personne s'est rendu compte que l'argent avait disparu. Et c'est quand un utilisateur a voulu retirer une quantité importante d'Ether qu'il a été bloqué, qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un souci. Il y a Bitcoin Archive qui nous dit que MicroStrategy, ils achètent 205 millions de dollars en plus du Bitcoin. Et on a une news de Cryptos par rapport à ça qui nous dit que MicroStrategy fait un prêt de 205 millions de dollars pour acheter du Bitcoin. Et en fait, c'est même pas l'argent propre de MicroStrategy, s'ils sont carrément allés faire un prêt via une banque, en fait, si vous voulez, pour avoir cet argent et pour pouvoir l'investir dans le Bitcoin. Donc ils sont vraiment surexposés sur Bitcoin. Et si voilà, on a le Bitcoin qui repart en tendance haussière là et qui va chercher des targets assez hautes en fin de bull run, ils peuvent vraiment se gaver là du côté de MicroStrategy et faire le coup du siècle. Après, forcément, je pense qu'ils sont plutôt instaurés, ils sont plutôt investis pour plusieurs années, vraiment pour du long terme, et donc ils vont vouloir passer à travers les cycles, et ils s'en foutent un peu de qu'est-ce qui va se passer à court terme. Mais c'est vrai que c'est encourageant, parce que quand on voit ce genre d'énormes entreprises là, qui rentrent à fond sur Bitcoin et qui n'arrêtent pas d'acheter, c'est plutôt encourageant. Terra, donc c'est une blockchain qui se porte très bien en ce moment. Ils ont annoncé qu'ils allaient acheter plein de Bitcoin, et ils en ont acheté effectivement énormément. Ça commence à devenir une baleine dans le monde du Bitcoin. Terra, ils viennent de racheter 139 millions de dollars de Bitcoin, leur portefeuille, ou ce qu'on pense être leur portefeuille. Tout indique que c'est le leur détiendrait maintenant 31 000 Bitcoins, donc 1,5 milliard de dollars de Bitcoin. Et on rappelle, ils ont dit dans une première étape, ils vont atteindre 3 milliards de dollars. Pour à la cible, ils ont même parlé de 10 milliards de dollars. Donc tout ça, pourquoi Terra, qui est une blockchain niveau 1, fait ça? Eh ben c'est principalement pour assurer la stabilité de leur stablecoin UST, qui n'est pas backé par un collatéral comme peut l'être le DAI par exemple. Donc ils essaient un peu d'avoir cette réserve de Bitcoin qui servira en cas de coup dur de pouvoir assurer la stabilité de ce token, du PEG, du coup de la stabilité de 1 dollar. 1 dollar égale 1 UST. Bon, et pendant ce temps, en Europe, je vous rappelle que le Parlement va voter un amendement ce jeudi 31 mars qui pourrait limiter, voire interdire l'utilisation de wallets dont nous possédons la clé privée. Et aujourd'hui, on a Coinbase qui appelle les Européens à s'opposer à cet amendement en déclarant qu'il viole la vie privée des utilisateurs. Mais il faut aussi préciser que cet amendement forcera les exchanges à collecter, vérifier et envoyer les informations concernant les transferts vers des non-custodial wallets. Donc le problème pour les exchanges est d'une part leur réputation qui en pâtira, mais également la complexité administrative qui vient s'ajouter à tout ça. Bref, vous l'avez compris, dans le secteur des cryptos, personne ne veut de cet amendement, et je vous tiendrai au courant demain du vote du Parlement. Et juste pour vous montrer le niveau de compréhension de certains politiques au Parlement européen, on a aujourd'hui Fabio Panetta, un membre du directoire de la Banque Centrale Européenne, qui a annoncé que les décideurs politiques devraient être moins tolérants envers les cryptos, car il considère que, je cite, « Le Bitcoin et les autres crypto-monnaies sont des jeux d'argent qui gaspillent de grosses quantités d'énergie et qu'elles n'étaient utilisées ni pour le paiement ni le versement de dividendes. » Et à ça, il a ajouté, je cite encore une fois, « Les cryptos n'ont aucune économie derrière elles et elles n'ont aucun rôle social. » OpenSea, donc la plateforme numéro 1 d'achat et de vente de NFT, donc ces images qui se vendent pour très très cher, et ben ils ont annoncé qu'ils arrivaient sur Solana. Ils arrivaient sur Solana en avril, donc c'est prévu on ne sait pas exactement quand, début fin avril, en tout cas ça arrive très prochainement. Du coup suite à ça, le volume de trading sur Solana a explosé, on a fait plus 80%, et les gens du coup anticipent en fait que ça va apporter encore plus de personnes sur le réseau Solana, plus de personnes qui vont utiliser le réseau, et du coup le cours devrait augmenter, et c'est ce qui explique en tout cas cette hausse actuelle, en tout cas du token Sol de Solana. Et sans transition, on a Elon Musk qui veut son propre réseau social avec des pourboires en Dogecoin. Bon,
Tout a commencé avec un sondage sur Twitter où Elon Musk a demandé si les utilisateurs de l'application pensaient que Twitter respectait le droit de la liberté d'expression qui est important pour le bon fonctionnement d'une démocratie. Et la réponse de la communauté était à 70% que non, Twitter ne respectait pas la liberté d'expression. Et suite à ce sondage, dans une discussion sur Twitter, il a évoqué l'idée de la création d'un nouveau réseau social qui fonctionnerait avec le Dogecoin comme moyen de recevoir des dons. À savoir que, avec Elon Musk, on ne sait jamais à quoi s'attendre et que quand il a décidé de se lancer dans un projet, il a tendance à aller jusqu'au bout de ses idées. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.